Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez mal ou si vous ne m'entendez pas. J'attends encore quelques minutes et on va commencer. Bienvenue à tous. Je suis Léna, en 4e année de médecine générale à Cluj. Et donc on va discuter de l'internat en France avec Régis, que je vais inviter d'ici quelques minutes. Alors, donc c'est un live qui va se dérouler en 2 parties. Donc dans un premier temps, il y aura les questions auxquelles Régis répondra, que je lui poserai. Et dans un deuxième temps, il y aura les questions que vous nous poserez en direct, en live, et auxquelles on essaiera de répondre au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en live, on y reviendra à la fin des questions. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je suis Léna du pôle formation orientation de la CMC. Donc ce live vous est proposé par la CMC, le pôle formation orientation. Donc c'est un live qui fait suite au live de la semaine dernière. J'espère que vous avez pu le voir. C'était avec Anne-Claire qui était interne en médecine générale du coup en France, qui était une ancienne étudiante de Cluj et qui nous a parlé de comment bien se préparer aux ECN quand on vient de Cluj. Et donc pour le live d'aujourd'hui, on va accueillir Régis Augeil, que certains connaissent. Il se présentera lui-même tout à l'heure. Donc il est également interne en médecine générale en France, à Dijon. Voilà. Et donc lui, il va plutôt nous parler de l'internat en France, des modalités de l'internat en France, tout ce qui va concerner les questions, comment on s'inscrit, comment on prépare le choix de la ville, le choix de la spécialité, etc. Donc cela il sera enregistré et on le mettra disponible durant quelques jours sur la page CMC. Donc au moins une semaine et peut-être définitivement, ça c'est encore à définir. Et ensuite on le repostera sur le site internet de la CMC quand le site aura terminé sa mise à jour. Voilà. Il y aura également d'autres lives à venir, donc notamment sur l'internat en Roumanie, l'internat en Allemagne, et on espère obtenir des témoignages sur d'autres pays, sur l'internat dans d'autres pays européens, si on arrive à trouver des internes qui veulent bien nous faire part de leur expérience. Voilà, donc ce sera dans les semaines à venir. On vous tiendra au courant, on mettra les événements en ligne au fur et à mesure. Si vous souhaitez voir du contenu particulier, des lives qui pourraient vous intéresser, des personnes que vous voulez voir, des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous en faire part.
Le pôle formation-orientation, il est vraiment très dynamique. Il y a énormément de personnes motivées, on a beaucoup de projets, mais on est toujours preneur de nouvelles idées et de nouvelles suggestions. Voilà, donc n'hésitez pas à nous en faire part. On attend également vos retours sur la qualité des lives qu'on vous propose afin d'essayer de nous améliorer par la suite. Voilà, donc je vais voir si Régis est arrivé. Alors Régis, si tu es là, essaye de commenter pour que je puisse te voir. Alors. Je ne vois pas Régis. Excusez-moi pour l'attente. J'essaye de trouver Régis. Il est là. Hop. Alors. Bonjour Régis. Bonjour. Tu vas Très bien? bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Moi, je t'entends très bien en tout cas. Ok, très bien. Je t'entends et je te vois également. Alors, s'il n'y a pas de problème technique, on va commencer. Ok, je suis prêt. Alors, très bien. Eh bien, Régis, on est très heureux de t'accueillir. Le pôle formation orientation est vraiment très heureux de ton retour d'expérience et de ressenti personnel sur l'internat en France. Donc, je te laisse te présenter en quelques Ok, mots. du coup, je m'appelle Régis. Je suis désormais interne depuis un an. Je commence mon troisième semestre lundi. J'ai fait donc mes 6 années de médecine à la fac de Cluj. Euh, voilà, j'ai été, fut un temps, président de la CMC, il y a de ça déjà 3 ans, je pense. Et puis, avec grand plaisir, dispo pour répondre à vos questions et aux interrogations Merci à toi. des futurs internes. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi comme spécialité la médecine générale? Est-ce que c'était ton choix de cœur? Est-ce que tu as hésité avec d'autres spécialités? Ou alors tu as choisi en fonction de ton classement aux ECN? Ok, ben moi, j'étais parti enfin, j'ai commencé médecine avec l'idée de faire de la médecine générale. Je pense comme beaucoup de monde qui fait des études de médecine, j'ai eu des périodes de doute où je me suis posé la question de si je voulais faire
médecine G ou une autre spécialité. J'avais par exemple, à titre perso, hein, pensé un petit peu pendant un petit moment à la psychiatrie et pendant un peu plus longtemps à la pédiatrie. Pour au final, malgré tout, revenir sur la médecine générale. Donc c'était mon choix de cœur dès le départ, parce que les périodes de doute ont quand même malgré tout été assez courtes. Donc je dirais que j'étais plutôt sûr de moi, ouais. Après, en fonction du classement ECN, la Medg, on l'a jusqu'à quasiment la fin. Mon année, c'était pas le cas. Les derniers n'avaient pas la médecine générale, donc à l'ECN 2019. Mais voilà, c'était mon premier vœu. D'accord, ok. Ensuite, donc tu es interne en médecine générale à Dijon. Comment tu as choisi ta ville d'internat? Pourquoi Dijon? Quels ont été tes critères de sélection? Alors, c'était pas mon premier choix. Quand j'ai eu mon classement, enfin j'avais des idées avant de passer les ECN, de quelle ville j'aurais aimé avoir, etc. Quand j'ai eu mon classement, j'ai comparé avec les 2 années précédentes pour voir à peu près ce que je pensais avoir ou non. J'étais, selon les classements des années précédentes, sûr d'avoir Marseille. Limite pour avoir Lyon, qui étaient mes 2 premiers choix. Donc dans l'ordre, Lyon, mon premier choix, mais c'était un peu border, et Marseille en second choix. Il se trouve qu'à l'ECN 2019, il y a eu une grosse mode, entre guillemets, à la médecine générale. La médecine générale a été très choisie. C'est passé de la 11e spécialité la plus prise dans le top 1000 à la 6e spécialité la plus prise. Du coup, toutes les villes ont été beaucoup plus sélectionnées, ce qui fait que je me suis retrouvé sans Marseille et sans Lyon. Donc est venu le moment où il fallait faire un choix un peu par défaut. J'étais parti, donc il y avait dans la balance, moi je voulais plutôt rester dans l'est de la France parce que je viens d'Alsace de base, je voulais pas être trop loin de ma famille, même si j'avais pas pour projet de rentrer à Strasbourg. De toute façon, je l'avais pas, mais c'était pas le projet. Mais je voulais rester, disons, dans un endroit pas trop éloigné où je puisse rentrer facilement, si besoin, ou de temps en temps pour les fêtes, etc. Il se trouve que dans tout ça, il y avait donc Strasbourg que je voulais pas, Besançon, Dijon, Nancy, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Dijon, c'était à peu près entre Lyon, où j'ai pas mal d'amis, et l'Alsace. Saint-Étienne a été très pris cette année-là, donc je l'avais plus non plus. Du coup, c'était un peu un choix par la localisation. Il n'y a pas eu trop de questions de la formation. C'est peut-être une question que j'aurais dû me poser. Je me le dis avec le recul, de connaître peut-être un peu mieux le déroulement de l'internat. Mais ce n'est pas la question que je me suis posée au moment où j'ai fait le choix. Ok. Et donc là, justement, a posteriori, quelles questions tu nous dirais de nous poser pour faire son choix de ville? Je vous dirais de contacter des internes dans les villes qui vous font hésiter, pour savoir un peu comment ça se passe au niveau de la maquette. On en parlera un peu plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Pour savoir aussi comment ça se passe avec le DMG, donc le département de médecine générale, c'est en fait le bureau à la faculté qui s'occupe de nous. Est-ce qu'ils ont des bons rapports avec l'association étudiante? Est-ce qu'ils tolèrent par exemple facilement des stages, des interchus? Donc c'est partir dans une autre région pour un semestre, ce genre de choses. D'accord, ok. Et donc, en médecine générale, quelles sont selon toi les meilleures villes en termes de formation? Alors, les meilleures villes en termes de formation, je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse à cette question en médecine générale, parce qu'à l'inverse par exemple, une spécialité autre que la médecine générale, parce que la médecine générale est une spécialité maintenant,
une spécialité comme la cardio, ou comme la pneumo, ou comme la néphrologie ou de la chirurgie, il y a des endroits en ville où ils ont des particularités. Il y a telle technique qui va être faite que dans un ou deux hôpitaux, etc. Donc ça peut être pertinent de faire un choix en fonction de la qualité de la formation si on veut axer sa pratique dans un certain sens. En médecine générale, on a une pratique qui est quand même qui n'a pas de spécificité particulière en fonction de dans quel hôpital ou dans quel CHU on travaille. Après, il y a peut-être localement des petites zones où les médecins généralistes travaillent plus ou moins avec les hôpitaux des alentours ou avec les spécialistes des alentours. Mais ça, il faut, je pense, très très bien connaître une région pour prendre ce critère en compte. Et c'est quelque chose qu'on peut faire après quand on veut s'installer. Mais pour les choix, je dirais que il n'y a pas de mauvaise formation en médecine générale. C'est une médecine qui est difficile parce que c'est très vaste, parce qu'il faut connaître un peu de tout. Il ne faut pas rater les choses qui sont graves, mais je pense que parler de meilleure formation, c'est pas réaliste par rapport à la réalité de ce qu'est cette spécialité. D'accord, ok. Donc, tu ne vois pas de différence entre Paris et les villes de province, par exemple? Il n'y a pas certaines différences de formation? Non, je pense pas. Je pense pas. D'accord. Après, j'ai pas été interne à Paris, donc Si c'est tu as des difficile à retours, dire. J'ai un copain qui est à Paris, mais qui est interne en spécialité, donc c'est pas d'accord, pertinent de comparer. c'est pas pareil. Il y a quelques Ok, personnes de ma promotion qui sont à Paris, mais j'ai pas eu de retour plus que ça avec eux. d'accord. Ok, très bien. Alors, en termes administratifs, après avoir les ECN, comment on devient interne en France? Euh, Est-ce qu'il faut prouver l'équivalence de notre diplôme? Comment on fait? Alors l'équivalence, elle est reconnue automatiquement, c'est l'Union européenne. Pour ça, il faut avoir le diplôme, tout simplement. Alors une fois les ECN passés, ça commence à remonter, hein, donc c'est un peu difficile au niveau de la chronologie des démarches administratives. Si je me rappelle bien, donc au mois d'août, on a dû fournir un diplôme au CNG, donc le Centre national de gestion qui organise les ECN. Ce diplôme, ben, on n'a pas encore au mois d'août à Cluj, on n'a pas encore le diplôme définitif. On a on a le diplôme provisoire. Donc on a fait cette demande de diplôme provisoire qu'on a fourni. La difficulté entre guillemets, la seule chose à faire, c'est de respecter les deadlines. Mais à part ça, il y a pas grandement de difficultés. Il faut bien sûr passer par l'étape de traduction du diplôme, mais je pense que pour avoir tous les détails des procédures et dans quel ordre il faut les faire et les dates exactes, il faudrait plutôt s'adresser à ceux qui viennent de finir. Parce que moi, du coup, ça commence à faire un peu loin et donc j'avoue que c'est un peu flou. Mais c'est pas quelque chose d'une grande difficulté. Voilà, et D'accord, puis la ok. CMC était présente pour appuyer nos demandes, pour avoir les diplômes provisoires à temps. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci. Ok, très bien. Et donc, il faut quand même s'y pencher, j'imagine, un petit peu avant le concours. Oui, Faire attention aux deadlines. c'est ça, c'est un sujet qui, de toute façon, est assez récurrent pendant la sixième année sur les groupes Facebook Mm. des promos. C'est s'inscrire aux ECN, c'est les dates des concours blancs, les dates, les dates de l'examen, s'inscrire dans une ville pour pouvoir passer l'examen, etc. Mais on est nombreux en général dans une promotion à passer les ECN. Il faut, je pense, s'organiser pour avoir une ou deux ou trois personnes, enfin plusieurs personnes peut-être qui surveillent régulièrement les informations qui sortent. Mais une fois ça fait, c'est pas très difficile de s'organiser. C'est pas des démarches qui sont très compliquées. Ouais. Et puis la fac commence mine de rien à avoir l'habitude. Ça fait maintenant. Alors la première promotion qui était majoritairement française et qui a fini à Cluj date de 2015, si je ne me trompe pas. Donc ça fait maintenant 5 ans
qu'il y a beaucoup de gens qui passent les ECN avec à peu près les mêmes dates butoirs, même si forcément ça change un peu d'une année sur l'autre. Donc voilà, ils sont à peu près rodés sur les documents qui doivent être prêts, quand, etc. Ok, d'accord. Et justement, quand les informations sortent, donc tu fais référence à quel organisme qui donne ces informations Alors, en France? ceux qui organisent les ECN en France, c'est le CNG, donc le Centre national de gestion, qui ont un site internet qui est très régulièrement mis à jour. Ils ont des secrétaires qui sont disposés à répondre aux questions, que ce soit par mail ou par téléphone. Nous, on s'était organisé pour que ce soit une seule personne qui centralise les questions et qui écrive à cette personne pour éviter que ce soit un peu la cacophonie et que cette secrétaire reçoive 10, 15 ou 20 mails des étudiants de la même promotion à Cluj et qu'on ait des informations qui soient un peu centralisées. D'accord. Ok. Donc, tu nous en as parlé. Sur le fonctionnement de l'internat en lui-même en France, Mhm. est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le salaire? Est-ce qu'on a des logements attribués? Quels sont tes horaires si tu prends des gardes? Et si on t'attribue une grosse responsabilité? Et au final, est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Ok. Alors, le salaire qui a changé cette année avec le Ségur de la santé, vous l'avez vu, donc, pour ceux qui ne savent pas, crise du coronavirus, beaucoup d'internes mobilisés, etc. Donc, les associations, les syndicats des internes ont fait des demandes et notre salaire a été légèrement augmenté. Les tarifs des gardes ont été revalorisés. Le décret, par exemple, des gardes est sorti aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, le salaire fixe, prime comprise mensuelle, est aux alentours en première année avec l'augmentation 1500-1600 euros net par mois. Ouais, 1500, c'est ça, 1500 et quelques. À cela vient s'ajouter le tarif des gardes. Donc ça, c'est variable, ça dépend combien vous en faites. Il y a des services où il y a des stages où vous allez en faire 2 par mois, il y a des stages où vous allez en faire 4 par mois. Donc forcément, le salaire bouge un peu, mais en gros, minimum 1500 euros par mois. Et en faisant beaucoup de gardes, des mois où vous faites beaucoup de gardes, 5, 6, 7, vous montrez à 2000, 2100, etc. D'accord, ok. On vit très bien avec, Oui, oui, normalement. avec un prêt étudiant, c'est pas un souci. Sachant que, oui, j'enchaîne du coup sur le logement. Sachant que bon, souvent on est logé à l'internat, donc l'internat c'est des chambres qui sont louées par l'hôpital à un tarif qui oscille entre 80 et 200 euros par mois. On est souvent, quand on est logé, nourri par l'hôpital, midi et soir, donc c'est euh, c'est euh, c'est des dépenses en moins comparé à n'importe quel travailleur. Le salaire ramené à la charge horaire qu'on fait est pas gigantesque parce qu'on travaille quand même pas mal d'heures. Je vais y venir, mais, euh, mais vu qu'on économise sur le loyer, on économise sur la nourriture, c'est pas trop. Enfin, on vit très bien. Au niveau des horaires, D'accord. on fait, ça dépend des services. Le plus classique, c'est du 8h30, 18h30. Et après, D'accord. en fonction des services, ben, il y a des services où, compte tenu de la pénurie de médecins ou de la charge de travail, il peut arriver de finir plus tard. L'internat de médecine générale, on est assez épargné par rapport à ça. Déjà, premièrement, parce qu'on n'est pas souvent au CHU. Deuxièmement, parce que on n'est pas dans des services ultra spécialisés. Donc en général, niveau horaire, c'est peut-être un peu plus facile à gérer que pour d'autres spécialités. Euh, voilà, moi, au premier semestre, je faisais, c'est ça, 8h30, 18h30 tous les jours. À cela viennent s'ajouter les gardes. Donc les nuits, quand on fait une garde, le lendemain, on ne travaille pas. Donc voilà, j'avais calculé la moyenne sur mon premier semestre, j'étais à 54 heures par semaine,
sachant que le maximum légal, c'est 48 heures par semaine. D'accord. C'est la situation de beaucoup d'internes parce que, la situation fait que c'est parfois difficile de faire respecter ce maximum légal, mais ça tend quand même à s'améliorer ces derniers temps. Les services en sont conscients. Les associations se battent pour que ce soit mieux respecté, mieux contrôlé. Donc voilà. Et puis niveau responsabilité, du coup, pour finir sur ta question, quand vous arrivez en premier semestre, quand vous débutez votre stage, vos chefs le savent, les infirmiers le savent, tout le monde sait que vous n'êtes pas médecin, que vous arrivez dans un service que vous ne comprenez rien. Enfin, je grossis le trait, mais Oui. ils sont conscients que vous n'allez pas arriver, gérer le service tout seul, gérer vos patients tout seul, etc. Et ils s'adaptent. Il y a des services qui s'adaptent plus ou moins. Pour ça, quand vous allez arriver en général dans une ville, l'association des internes va vous remettre, ils le font dans la plupart des villes maintenant, des évaluations de stage. Donc, c'est les précédents internes qui notent et qui mettent des avis sur les stages avec la charge de travail, avec si on est bien encadré ou non, avec si les recommandations sont bien respectées dans le service, si les pratiques sont bonnes, etc. Donc, vous n'arrivez pas complètement dans l'inconnu et vous vous retrouvez à gérer des infarctus et des embolies pulmonaires tout seul. À part si ça se passe très mal, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter de toute façon à le signaler à votre association étudiante, à votre université, etc. Et il y aura des mesures qui seront prises. D'accord. Tu m'as pas dit, en termes d'horaire, tu peux faire des week-ends, Oui, également des jours fériés. oui, Ouais, ça arrive. Donc, en général, le planning de garde s'organise entre internes. d'accord. Quand personne ne veut faire une date au hasard, Noël et Nouvel An, ça se passe, c'est l'administration qui prend le relais et qui fait en général un tirage au sort, tout simplement. Après, une fois le planning de garde fait, il y a possibilité de l'échanger avec ses co-internes, il y a possibilité de, de s'arranger en général parce qu'on est un peu tous dans la même galère. Après, il y a des dates qui sont plus faciles à refiler que d'autres. Refiler le 24 au soir, faut trouver quelqu'un de motivé. Mais bon, c'est le jeu. Logiquement, sauf si vous avez vraiment pas de chance, vous le ferez pas tous les ans. Et puis si vous faites Noël, il y a peu de chances que vous fassiez Nouvel An. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. D'accord. Ok. Alors, quelle est ta maquette en médecine générale? Du coup, alors la maquette, qu'est-ce que c'est déjà? La maquette, c'est les stages que vous devez faire pour finir avec votre spécialité. C'est-à-dire que la médecine générale, c'est une spécialité qui dure 3 ans, donc 6 semestres. Et par quel service je dois passer pendant ces 6 semestres pour à la fin avoir mon diplôme. En médecine générale, en première année, c'est urgence et médecine générale, donc le stage de niveau 1 dans un cabinet. Donc on fait 6 mois dans l'un, 6 mois dans l'autre, dans l'ordre qu'on veut. Puis après, en deuxième et troisième année, qui sont une seule phase, on doit faire 4 stages qui sont gynécologie, pédiatrie, médecine adulte. Donc médecine adulte, c'est souvent de la médecine polyvalente ou de la gériatrie, des services qui sont un peu vastes médicalement, qui ne sont pas ultra spécialisés parce que ce n'est pas pertinent qu'on fasse des stages ultra spécialisés. Et en dernier, c'est un stage en autonomie chez le médecin généraliste. Donc où là, on est tout seul dans le cabinet et en général, il est soit dans un cabinet à côté, soit on peut l'avoir au téléphone et on l'appelle uniquement quand on est en difficulté avec un patient pour lui demander un avis, etc. Alors ça, après, c'est la maquette officielle. C'est la maquette qui est devenue officielle il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Mais il y a encore des régions où elle n'est pas respectée parce qu'ils n'ont pas assez de terrain de stage.
parce qu'ils n'ont pas assez de terrain de stage pour tel ou tel service. Donc ça, dans le choix des villes, ça peut être aussi intéressant à regarder. Nous, à Dijon, ils ont notamment pas assez de services de gynécologie et de pédiatrie. Donc, très souvent, on fait soit l'un, soit l'autre. Et à la place du deuxième, on fait un stage libre, donc dans le service qu'on souhaite, ce qui a des avantages et des inconvénients. Je vais prendre l'exemple d'une amie qui a pris Martinique-Guyane comme lieu pour faire son internat. Et eux, en première année, ils n'ont pas assez de stage d'urgence. Du coup, en première année, ils font un stage chez le médecin généraliste, je crois, et un stage dans des services de médecine. Aller se retrouver à faire un stage couplé pneumologie, rhumatologie. Donc 3 mois en pneumologie, puis 3 mois en rhumato. Ce qui peut être tout aussi intéressant. C'est différent des urgences, mais c'est pas forcément moins bien. Donc voilà, ça, on revient sur ce qu'on disait au début de l'appel, la conf, c'est que ça peut être intéressant de savoir ça quand on choisit une ville. Est-ce qu'ils sont en capacité de respecter la maquette? Sinon, sur quel stage ils ne sont pas capables de le faire? Qu'est-ce qui est proposé à la place? D'accord. Et ça a des conséquences du coup de ne pas respecter Non, les terrains de stage? pas pour Non, nous en tant d'accord. qu'étudiants, parce que c'est pas de notre faute. Si la région, si l'ARS et le département de médecine générale ne sont pas en capacité de proposer suffisamment de postes, que ce soit parce que les hôpitaux n'ont pas le budget, que les chefs de service ou que des médecins ne souhaitent pas recevoir d'internes, ça ne peut pas vous être imputé à vous en tant qu'interne et remettre en question votre diplôme. D'accord. Ok. Donc par rapport à l'internat, tu nous as parlé de plusieurs phases. Ouais. Euh, Ah, est-ce, est-ce que tu peux nous repréciser quelles sont les phases ouais, à bien valider sûr. Donc la première année, en médecine générale, il y a que 2 phases. Urgence et médecine générale. Et les 2 années d'après, c'est la phase d'approfondissement. Pour d'autres spécialités, vous rajouterez après la phase d'approfondissement la phase de consolidation, dont je ne connais pas exactement la nature, surtout maintenant une réforme avec les histoires de médecins juniors, etc. Mais ça ne nous concerne pas, donc je ne suis pas D'accord. très au clair là-dessus. Il faudrait en discuter avec un interne d'une une spécialité concernée. Mais ces phases, elles ont pas énormément de rôle. Elles ont un rôle, hein, mais qui est minime et qui, qui change sur ce que vous avez le droit de faire ou non. C'est des petits détails qui sont qui vont pas changer énormément de choses à votre vie d'interne. D'accord. Ok. Euh, Concernant la thèse, à quel moment on la passe? Est-ce qu'on doit nécessairement la repasser quand on vient de Cluj? Alors, euh, logiquement, euh, la thèse que vous passez en Roumanie doit être au pouvoir reconnu en France. C'est pareil, c'est l'Union européenne, c'est l'équivalence des diplômes. Euh, à ma connaissance, légalement, ils sont obligés de les reconnaître. Dans l'état D'accord. actuel des choses, c'est pas le cas. Ils sont reconnus dans certaines villes, dans certaines d'autres non. Pour des raisons qui m'échappent, enfin dans certaines villes, dans certaines régions plutôt, pour des raisons qui m'échappent. Je ne crois pas que ce soit légal. C'est une question qui devrait être creusée, je pense. Le problème, c'est que il n'y a pas, par exemple, d'association, enfin, du moins pas à ma connaissance en France, d'étudiants qui proviennent de l'étranger. Donc, il n'y a jamais de démarches qui ont été faites pour pour éclaircir ce point. Je sais qu'à Dijon, ils reconnaissent la thèse. Il faut chercher des documents un peu particuliers auprès du ministère de l'Éducation en Roumanie. Mais l'ordre des médecins reconnaît l'équivalence avec la direction avec le département de médecine générale. Mais ce n'est pas le cas partout.
Ok, donc pour ceux qui ne le savent pas, en Roumanie, on passe notre thèse en sixième année. C'est Et ça. donc c'est pour ça que la question m'a été posée, savoir si on doit la repasser une deuxième fois ou si l'équivalence est possible. Donc la réponse est l'équivalence est possible, mais il faut faire certaines démarches particulières. Mais voilà. Ok. Alors donc maintenant, on va plutôt parler de ton ressenti personnel concernant l'internat. Euh, Est-ce que donc, tu es ex-étudiant de Cluj? As-tu rencontré des difficultés particulières depuis ton retour en France? Pas spécialement. Ça s'est plutôt très bien passé cette première année. Le stage aux urgences s'est très très bien passé. Le stage chez le médecin généraliste, j'ai eu mon évaluation de stage avant-hier. Ça s'est très bien passé également. J'ai pas eu plus de difficultés que ça, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Euh, Après, je sais qu'il y a des étudiants qui, avant de commencer l'internat, avaient choisi de faire 1 ou 2 mois en tant que FFI, donc faisant fonction d'interne, pour ceux qui ne savent pas. C'est un statut de pseudo-interne, entre guillemets, que vous pouvez faire entre le passage des ECN euh, et, euh, et le début de l'internat, début novembre. Donc c'est un statut un peu intermédiaire qui permet un peu de mettre le pied à l'étrier. Dans ma promotion, on avait assez peu qui l'avaient fait. Je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, maximum sur les doigts de 2 mains. Euh, et euh, je pense que ça peut être utile. Ça peut permettre de mettre un premier pas dans l'internat, mais c'est pas indispensable. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de comment vous avez été assidu au niveau de vos stages, comment vous avez été assidu, que ce soit les stages pendant l'année ou les stages d'été, que je vous recommande vivement, vivement de faire et de bien faire parce que vous apprendrez beaucoup de choses. Si vous avez été assidu pendant vos cours, si vous avez bien bossé, en ayant une base théorique un peu plus solide, ce sera forcément plus facile. La base pratique, forcément, en ayant été assidu en stage, vous serez plus solide de ce côté-là aussi. Voilà, je pense que c'est à vous de voir, à vous de le sentir. Si vous ne vous sentez pas prêt, enfin, on ne se sent jamais vraiment prêt de toute façon, surtout avant le début de l'internat. Là, les néo-internes vont commencer dans 2 jours. Ils stressent, c'est normal, on est tous passés par là. Mais je ne pense pas qu'il y ait des grosses difficultés supplémentaires quand on vient de Roumanie. D'accord. Donc, tu n'as pas revu spécialement de matière spécifique ou de gestes pratiques, ça n'a pas été tes priorités. Non, ni moi, ni mes bons amis avec qui j'échange beaucoup. On n'a pas fait FFI, on n'a pas revu de matière spécifique ou de gestes pratiques avant de commencer. En même temps, revoir des matières spécifiques avant de commencer les urgences, bonne chance, quoi. Parce que c'est quand même. Enfin, revoir des matières spécifiques avant de faire les urgences ou la médecine générale en premier stage, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, il va falloir revoir 10 ou 15 bouquins, donc à peu près toute la médecine. Donc, je pense que c'est un peu tard, une semaine après, pour s'y mettre. Ce que je vous conseille, c'est juste de bosser le plus régulièrement possible. Après, il n'y a pas besoin d'être un acharné de travail, mais plus vous bossez, plus vous serez serein pour arriver, et plus vous mettrez les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Et bien sûr, après, la théorie ne fait pas tout. Il faut avoir aussi un raisonnement clinique, une logique, mais tout ça, ça vient avec l'internat. Et c'est un peu de la débrouillardise au final de- qui vient avec l'expérience, et qui vient plus facilement chez certains que d'autres, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'accord, ok. Est-ce que tu as dû faire face à des préjugés de la part de tes co-internes ou de tes chefs lorsqu'ils ont su que ta formation médicale avait été faite à Cluj? Ça m'est jamais arrivé pendant l'internat. Je l'ai jamais caché. C'est quelque chose que tous mes chefs étaient au courant, que ce soit aux urgences ou là chez les 4 médecins généralistes chez qui j'étais. Tous mes co-internes sont au courant, que ce soit ceux de ma promo, ceux avec qui j'ai travaillé, les internes de spécialité avec qui j'ai pas travaillé, qui sont dans d'autres services. J'ai jamais eu aucun souci de ce côté-là. J'ai plus eu des gens qui étaient curieux,
qui me posaient des questions sur comment ça se passe, etc. Mais il n'y a pas eu non, de problème. Mon chef des urgences, à la fin de mon stage, m'a dit que voilà, il avait su que je venais de Roumanie avant que j'arrive, qu'il attendait de voir. Et c'est assez souvent le cas dans la médecine, c'est que les gens demandent qu'une chose, c'est que vous soyez compétent. Et si vous l'êtes, si vous êtes débrouillard, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que vous soyez stigmatisé de par votre parcours. Après, il y a forcément eu des endroits, je pense, où ça s'est mal passé. Moi, j'ai pas eu de retour d'amis ou de connaissances pour qui ça s'est mal passé à cause de ça. Donc voilà, je me dis bon, forcément, il y a forcément des endroits où vous allez tomber sur un médecin qui sera contre ou qui sera très têtu par rapport à ça, mais je pense qu'il ne faut pas en faire une règle. Ça doit être des cas isolés. D'accord, très bien. Et toujours essayer de défendre nos intérêts également. On vient en Roumanie pour apprendre. On ne paye pas notre diplôme, comme Non, on certains. ne paye, paye pas notre diplôme. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure des années, avec de plus en plus d'étudiants qui rentrent, pour qui ça se passe bien, c'est aussi à nous de montrer, de montrer que ça se passe bien. C'est aussi à nous de réviser ses cours et d'arriver à l'internat euh, en sachant qu'on vaut quelque chose, qu'on n'est pas plus mauvais qu'un autre. Et c'est à nous de faire preuve de sérieux en stage. Et, mais il y a pas de. Il y a assez, il y a peu de gens qui vous attendront à l'entrée du service en se disant putain, il vient de Roumanie. Ok, bon, c'est rassurant. Donc d'une manière générale, ton ressenti sur l'internat en France, quel est-il? Est-ce que tu le déconseillerais? Est-ce que tu le conseillerais plutôt aux étudiants qui viennent de Cluj? Parce que sachant qu'on est à Cluj, on a plutôt le choix de l'endroit où on fait son internat, du pays où on souhaite le faire. Donc est-ce que toi, tu conseillerais de venir faire son internat en Roumanie? En France, Alors, pardon. moi, mon ressenti, il est assez positif parce que ça s'est très bien passé pendant un an, parce que j'ai apprécié mes deux stages. J'ai rencontré des co-internes et des chefs avec qui ça s'est bien passé. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, je me suis posé la question en sixième année de faire mon internat en Suisse. J'avais notamment commencé à monter un dossier, à envoyer des CV, etc. J'avais déjà fait un stage en Suisse en fin de cinquième année. Euh, il se trouve que j'ai finalement choisi de le faire en France. Je ne regrette pas. Euh, j'ai des copains qui sont en Allemagne, en Suisse, qui ne le regrettent pas non plus. Je pense que les différents systèmes ont des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait en parler une heure des avantages et des inconvénients de la Suisse, de l'Allemagne, de la France ou d'autres pays, ou de la Roumanie notamment. J'ai aussi un copain qui fait, enfin plusieurs personnes de la promo qui font leur internat en Roumanie, dont un ami proche. Euh, mais moi, je regrette pas mon choix. Je pense qu'eux ne le regrettent pas non plus. Je pense que justement, en Roumanie, et c'est un truc que j'ai remarqué par rapport aux étudiants français, on est beaucoup plus au courant de la possibilité de faire son internat dans différents pays, des différents systèmes qui existent, et c'est suffisamment vaste et différent pour qu'on trouve chacun chaussure à notre pied. Poser des questions aux internes que vous connaissez qui sont dans des pays différents, rentrer en contact avec eux. En général, on est tous assez disposés à répondre à des étudiants qui viennent de Cluj parce qu'on est tous passés par là, on a tous été contents de trouver des interlocuteurs en face. Donc on se mine de rien, Cluj c'est quand même petit entre guillemets parmi les étudiants en médecine qui y passent. On se connaît un peu tous et puis quand on se connaît pas, on se connaît par personne interposée. Et vraiment, si j'ai un conseil, faites ce qui vous va à vous. Ce qui va à quelqu'un ne vous ira pas forcément à vous. Renseignez-vous et vous verrez que ça sera bien.
c'est bien l'internat. On commence à être vraiment médecin, on gère ses patients, on a un salaire, donc une indépendance financière, on rencontre des gens, enfin bref, moi je suis plutôt épanoui. Il y a forcément des moments difficiles. Je pense que, comme tout le monde, j'ai vécu des gardes difficiles, où moralement c'est dur, ou physiquement c'est dur. Mais dans la globalité, c'est quand même plutôt positif, même très positif, mon vécu sur cette année entière. Après, il reste encore 2 ans. Il y a peut-être 2 ans, il reste deux Oui, ans pour que ça se passe mal. Mais a on priori, te souhaite. a priori j'espère pas. A priori, on n'espère pas non plus. Alors, donc moi, je n'ai plus de questions à te poser. Ça va être le moment des questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à Régis, n'hésitez pas en commentaire. Je vais essayer de les lire et Régis essaiera de vous répondre. Ah oui, tu voulais que j'évoque le livret du futur interne. Alors, oui, oui, si tu peux nous parler des différents organismes, des associations d'internes en C'est France, ça. vers qui on pourrait tourner pour obtenir certaines Alors, informations. il y a 2 gros syndicats d'internes en France. Il y a l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes, et l'ISNAR-IMG, l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. Donc l'ISNAR-IMG représente uniquement les internes de médecine générale et c'est reconnu comme le syndicat national qui représente l'intérêt des internes de médecine générale. Il y a également l'ISNI qui, lui, représente tous les internes, y compris les internes de médecine générale. Euh, alors les associations locales de médecine générale choisissent d'adhérer à soit l'ISNI, soit l'ISNAR. La plupart sont adhérentes à l'ISNAR, 23 sur 28, si je ne me trompe pas. Sur les 5 D'accord. restantes, je ne sais pas combien sont à l'ISNI. Les 2 associations sont des associations qui défendent les intérêts des internes avec quelques positions politiques légèrement différentes sur certains points que je ne saurais pas vous préciser là de but en blanc, mais ils ont tous les 2 un site internet que vous pouvez trouver assez facilement sur Google, donc ISNI, ISNI et ISNAR, IMG, ISNAR-IMG. Je vais attacher les URL Ouais. à la publication. Et voilà, l'ISNI, il y a notamment un des internes, un des anciens internes, un des internes anciens étudiants de Cluj, Sacha Weber, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est représentant à Caen des internes au niveau de l'ISNI. Moi, à titre personnel, je suis depuis 2-3 mois engagé auprès de l'association locale, donc en Bourgogne, qui représente les internes. Et je suis donc à ce titre chargé, enfin je suis représentant de la région Bourgogne auprès de l'ISNAR, parce que l'ISNAR donc, et l'ISNI sont des structures nationales qui ont en tant qu'adhérents des associations régionales qui, elles, récoltent les avis des internes. Et sur les sites de ces 2 syndicats, vous trouverez énormément d'informations. C'est des sites qui sont extrêmement bien faits, qui sont mis à jour tout le temps. Vous trouverez des réponses à toutes vos questions, que ce soit sur votre future rémunération, sur comment se passent les stages, sur les maquettes, sur le mémoire, la thèse, les remplacements, les congés maternité, enfin bref, tout ce que vous voulez, toutes les questions que vous avez même pas imaginées sur l'internat, vous y trouverez les réponses sur les sites de ces 2 syndicats. Nous, à Dijon, on est adhérent à l'ISNAR, donc je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers l'ISNAR, mais c'est pas objectif. Et puis Sacha, que j'ai vu passer dans les commentaires, me dira peut-être de recommander l'ISNI, mais voilà. D'ailleurs, Sacha a attaché le lien de l'ISNI Mais voilà, plus rapide que l'éclair. dans les commentaires si vous souhaitez y accéder. Alors, donc j'ai vu des petites questions passer. Alors, Raphaël Galland, salut Régis, peux-tu expliquer en 2-3 mots le fonctionnement de l'affectation sur le CNG? Combien on a de temps sur le site, etc. D'accord.
Alors, une fois que vous avez passé les ECN et que vous avez votre classement, va commencer début ou mi-août la phase de simulation sur le site du CNG, sur le site de Céline. Donc, c'est en fait un site internet où vous allez pouvoir, en fonction de votre classement, enfin, vous allez pouvoir mettre les vœux des spécialités que vous voulez dans la, dans la ville que vous souhaitez. Et en fonction de ce que les gens choisissent devant vous, le site internet vous dira si oui ou non vous allez avoir le vœu que vous avez mis. Cette phase de simulation dure un mois et demi, mais elle dépend forcément de la participation des internes. Si 50% des internes n'y participent pas, elle ne veut rien dire parce que au moment où vous ferez votre simulation, vous aurez un stage. Mais comme il y a 50% des gens qui n'ont pas fait leur choix devant vous, eh ben, le jour J, quand ils vont vraiment choisir, ils vont vous prendre la place. Après, une fois la phase de simulation faite, il y a la phase des choix qui commence, qui est étalée sur 1 ou 2 semaines, par tranche de 500 ou 1000 étudiants, je ne sais plus. Et donc, tous les jours, c'est chaque étudiant, enfin, sur toute la journée, pendant plusieurs jours, les étudiants, un par un, vont valider leurs vœux. En général, le jour J, vous connaissez votre horaire de passage, vous savez qu'aux alentours de, je ne sais pas, entre 14h30 et 15h, ça va être votre groupe qui va passer. Vous devez être connecté sur le site internet. Puis, quand vient votre tour, vous devez valider votre vœu ou le changer au dernier moment. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez au moment où vous êtes dessus. Voilà. Puis, si vous n'êtes pas disponible, le Centre national de gestion essaye de vous contacter par téléphone, etc. Mais pareil, tout ça, vous recevrez beaucoup d'informations, que ce soit en vous organisant avec votre promo, par mail, par le CNG directement, etc. Vous ne serez pas laissé tout seul après les ECN. Débrouillez-vous, il y a des trucs à faire, mais on ne vous dit pas quoi. Ça se passe tout seul. Excusez-moi. Alors, on a d'autres questions. Lynn nous dit bonjour Régis, pour ce live. J'aurais aimé savoir quelles ont été pour toi, Régis, les difficultés majeures lors de cette première année d'internat de Medji et notamment le fameux stage aux urgences qui effraie un petit peu. Le stage aux urgences. Oula, pardon. Hop, le téléphone qui est tombé. Le stage aux urgences, il fait peur à tout le monde, c'est normal. Il me faisait peur aussi. J'ai décidé de commencer par ce stage parce qu'on m'avait dit que c'était mieux de commencer par le stage des urgences. Je ne sais pas si c'est le cas. J'ai des amis qui ont commencé par le stage chez le médecin généraliste et qui ont préféré. Quoi qu'il en soit, ça s'est très bien passé pour moi. Les difficultés, la grosse difficulté que j'ai eue pendant le premier mois, c'est ce que mon chef de service m'a dit, c'est un petit manque de confiance en soi. Mais bon, ce qui est normal, je pense, et qui a vite été corrigé. Ce que je ne sais pas si mon chef l'avait pas remarqué, mais en tout cas, il ne me l'a pas dit. Mais moi, ce que j'ai ressenti, la difficulté, ça a été un peu de trouver sa place, de savoir quel est son rôle, comment, euh, à quel moment je fais appel à un autre acteur du service ou de l'hôpital. Mais ça, pareil, c'est quelque chose qui vient, c'est pratico-pratique. Ça vient en 1 semaine, 2 semaines, un mois. Et puis au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus à l'aise. Au final, sur ce stage, on était 4 et mon chef m'a dit qu'il était très très content de moi, qu'il m'a proposé un poste aux urgences pour à la fin de l'internat si je le souhaitais. Voilà, et puis pour tous mes co-internes qui ont commencé par les urgences, enfin tous mes amis de Cluj, ça s'est très bien passé aussi. Donc vous inquiétez pas. D'accord. Tu peux prendre un poste aux urgences si tu fais Alors, médecine G. il y a des médecins généralistes dans beaucoup de services. Il y a des médecins généralistes en onco, en gastro-entéro, dans quasiment tous les services d'hospitalisation, de médecine. Il y a des médecins généralistes avec des rôles qui sont forcément différents des spécialistes. Si vous êtes en hépatogastro-entérologie, ce n'est pas vous qui allez faire les coloscopies. Mais vous pouvez très bien travailler dans ce service parce que c'est un service de médecine.
qu'il n'y a pas toujours suffisamment de gastro-entérologues, il n'y a pas toujours suffisamment de cardiologues pour faire tourner les services. Et pareil pour les urgences. Il y a le DES d'urgence, donc la spécialité urgence existe seulement depuis 2 ans, je pense. Et il n'y a pas encore assez d'urgentistes. Auparavant, tous les urgentistes, c'était des gens qui avaient fait médecine générale avec, pendant l'internat de médecine générale, un diplôme d'urgence. C'est toujours possible en tant que médecin généraliste de travailler aux urgences. Pour ce qui est des modalités précises, de est-ce que vous allez faire des sorties en SMUR, etc., je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est possible, ouais. C'est possible. Et pas que aux D'accord. urgences. Et pas que aux urgences. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, on a Marie-Sophie qui nous demande si tu avais fait beaucoup de gestes comme des prises de sang, etc., avant de commencer ton internat, ou si tu as appris tout ça justement pendant ton internat. Oh, des prises de sang, j'avais dû en faire quelques-unes. Je suis toujours pas très au point. J'en ai fait un peu aux urgences pour les travailler, mais c'est un geste infirmier et quand nous on a notre boulot d'interne à côté, c'est pas toujours facile de prendre du temps pour aller faire des prises de sang. Après, pour des gestes plus complexes, comme des ponctions lombaires, des plâtres, des sutures. Suture, j'avais fait un peu. Ponction lombaire, je l'avais jamais fait, mais je suis tout simplement allé voir un chef pour lui dire que voilà, la prochaine fois qu'il en faisait une, j'aimerais bien qu'il m'emmène. J'ai regardé une fois, puis j'en ai fait quelques-unes. Je les réussis pas toutes, encore maintenant. Je pense que ce qui est important pendant l'internat, c'est de connaître ses limites. Ça, les chefs vous feront très confiance si vous savez où s'arrêtent vos connaissances. C'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien de faire des choses tout seul. Et ils vous laisseront faire beaucoup de choses tout seul si vous leur montrez que quand vous ne savez pas, vous savez où les trouver. Plus vous leur montrez que vous savez les chercher quand vous ne savez pas, plus ils vous feront confiance parce qu'ils se diront qu'il n'y a aucun souci à vous laisser seul, puisque quand il y aura un problème, vous n'essayerez pas de faire l'apprenti sorcier. Pour les gestes, c'est pareil, il suffit de demander. Euh, je vous encourage à en faire si vous avez l'occasion en stage, surtout l'été. Pendant les stages été, on a Oui, plus souvent l'occasion d'en faire. Mais si vous n'en avez pas fait beaucoup, il ne faut pas vous inquiéter, vous n'êtes pas les seuls. Il y a des étudiants en médecine en France qui n'en ont pas fait beaucoup non plus. Donc voilà. ok. Alors, Camille nous demande est-ce qu'on doit faire nos stages d'été dès les premières années dans le pays où on souhaite faire notre internat? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Moi, je vous encourage à faire des stages qui sont le plus formateurs possible, où vous allez être mis en autonomie, avoir l'occasion de faire des gestes, etc. Après, je sais que par exemple, pour trouver un poste en Suisse à l'internat, c'est mieux d'avoir fait des stages là-bas. Donc, si vous envisagez de faire votre internat en Suisse, je vous conseille de faire des stages en Suisse. Euh, si, euh, Si vous ne savez pas, euh, je vous encourage à faire des stages qui sont le plus formateurs possible. Les urgences, c'est très formateur. Moi, j'avais fait en fin de cinquième année, on est censé faire un stage chez le médecin généraliste. Moi, j'en avais fait deux. J'avais fait un stage chez le médecin généraliste et un stage aux urgences en Suisse, justement, qui avait été extrêmement formateur. Voilà, faites vos stages, faites-les sérieusement et, et voilà, mais après, est-ce que vous devez le faire dans le pays où vous souhaitez faire votre internat? Ben, en France, si vous avez fait que des stages en Suisse et que vous êtes interne en France, il n'y aura aucun souci. Mhm. C'est quasiment la même médecine. Il y aura peut-être des petites modifications. Le traitement de première intention de la cystite simple, là où j'étais en stage en Suisse, n'était pas le même que celui de la cystite simple, là où je suis en France. Mais a priori, je pense que vous allez réussir à vous accrocher pour apprendre cette petite différence. Voilà. Il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là en général. D'accord. Il y a pas de, on n'est pas mis à l'écart, on n'a fait aucun stage en France. Non, moi, souvent les gens pensent qu'on ne fait aucun stage en France d'ailleurs. Quand je leur dis que j'ai fait des stages en France ou en Suisse, ils sont étonnés, ils pensent qu'on fait enfin, qu'on fait tous nos stages en Roumanie. Parce que les étudiants en médecine en France, la plupart du temps, ils font tous leurs stages en France, ils ne font pas de stage dans d'autres pays, sauf quelques programmes d'échange rares. D'accord. Marie-Sophie toujours demande quel est le délai maximum autorisé de prise de fonction après le choix de sa spé.
Le délai de prise de fonction, c'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Quel est le délai Alors, maximum Marie-Sophie, autorisé de prise de fonction? Après, je crois que ça se fait. Si elle peut repréciser, je veux bien. oui, Marie-Sophie, tu peux préciser ta question. Alors, une autre question, Anaïs. Bonjour, merci pour ce live. Quand faut-il s'y prendre pour faire reconnaître sa thèse, les documents à récupérer en Roumanie, parcours du combattant? Où trouver les infos par rapport à ça, s'il te plaît? Savoir qui contacter et quand, notamment. Alors, je T'en as ne parlé l'ai pas encore tout à fait. l'heure. Je l'ai pas encore fait. Je ne sais pas les documents exacts qu'il faut récupérer en Roumanie. Je vous encourage à vous rapprocher soit de votre DMG, le département, enfin de votre directeur de département de spécialité. Ça dépend si vous faites de la médecine générale ou non. Mais si c'est la médecine générale, ce sera le département de médecine générale et de l'ordre des médecins de votre région, qui pourront certainement vous aiguiller sur les documents à rendre. D'accord. Ok. Peut-on faire des DU pendant notre première année d'internat? Comment on s'organise quand on doit être en présentiel au DU? Alors, vous pouvez faire des DU quand vous voulez, pendant votre première, votre deuxième, votre troisième, votre dernière année d'internat, même après avoir fini l'internat. Comment vous organisez quand vous devez être en présentiel? Ben, ça, il faut voir avec votre chef de service, il faut voir avec votre département de médecine générale, avec vos jours de repos, avec vos congés, avec vos journées de formation, parce que dans votre agenda, vous avez des journées de formation qui vous sont allouées. Donc ça, c'est à vous de vous débrouiller pour que ce soit faisable. Le but de l'internat, c'est de faire votre internat. Le DU, c'est quelque chose que vous choisissez vous de faire en plus. Et il n'y aura pas de traitement particulier qui vous sera accordé parce que parce que vous faites un DU. C'est à vous de vous organiser. Mais c'est possible. Il y en a qui le font, j'en connais. Euh, voilà. D'accord. J'ai une question qui me vient. Est-ce que toi, tu avais fait un double cursus universitaire, notamment un master ou quelque chose comme ça pendant tes 6 années, pendant tes 6 premières années de Pas du médecine? tout. Pas Non, du tout, j'ai ok. fait les 6 premières années de médecine et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. D'accord. Et est-ce que dans tes cours internes, du coup, c'est assez courant? Euh, Pas à ma connaissance, mais j'avoue que c'est pas tout le temps un sujet que j'ai abordé avec eux. Je peux pas dire. D'accord. Je peux pas dire, mais je pense pas que ce soit si fréquent que ça. D'accord. Parce qu'en France, quand même, on en entend pas mal parler de ça. Donc, Je, je, c'était une question. je peux pas te dire. Je connaissais. J'avais une connaissance qui avait fait médecine enfin, une parmi mes connaissances qui avait fait médecine en France qui l'a fait. Un ami du lycée, mais je sais pas si c'est si fréquent que ça, honnêtement. D'accord. Ok. Si c'est peu fréquent, on imagine que ça n'apporte pas grands avantages durant En tout cas, je l'internat. suis pas capable de dire lesquels. Ok. Marie-Sophie, est-ce qu'on peut rendre la thèse après avoir passé les ECN? Donc je suppose qu'elle parle de la thèse roumaine. La thèse roumaine, oui, vous pouvez. Il y a une date butoir fin juillet, une date butoir fin août, si je me trompe pas, ou mi-août. Il y a il y a deux dates possibles, mais ça, il faut voir avec le calendrier. Je vous invite plutôt à vous tourner vers votre délégué de sixième année pour le coup, parce que du coup, moi, je me rappelle plus D'accord. exactement de la chronologie du truc, mais de toute façon, la thèse en Roumanie, on l'a fini après les ECN, puisque mon année, les ECN, c'était le 24-25 juin, et la thèse, on avait dû la rendre le 12-15 juillet, je pense. Ouais, c'est ça, c'est en juillet, c'est pas en août. D'accord. Voilà, mais rapproche-toi de ton délégué. Il a certainement le calendrier universitaire sur lequel ça doit être écrit. Ok. Voilà, je vois Sacha qui rajoute Euh, un détail. Le Master 2 est nécessaire pour prendre un poste d'assistant et donc obligatoire pour une carrière hospitalo-universitaire. Donc, il y en a qui le font pendant l'externat, il y en a qui le font pendant l'internat. Là, j'ai une amie qui est en train à distance parce que justement, elle veut prendre un poste de CCA à la fin de son internat. Mais c'est pas obligatoire. Et, euh, d'accord. et ça, à part ça, je suis pas capable de dire
ce que ça apporte de plus. Merci Sacha pour la précision. Alors, une autre question. Avec du recul, des conseils particuliers pour les révisions des ECN en sixième année? Alors, c'est un peu moins frais maintenant qu'il y a un an, mais il y a un an, quand on a passé les ECN, on était 10 les 10 ou 15 mieux classés de ma promo, je ne me rappelle plus combien on était. On a rédigé un document complet avec notre année de révision, nos conseils, de méthodologie de travail, ce qui a bien marché pour nous, ce qui n'a pas marché pour nous. On a été nombreux à le faire parce qu'on voulait offrir différents points de vue, parce qu'il n'y a pas une méthode secrète pour les ECN. Il faut que vous trouviez votre méthode. Il n'y a pas de secret. Après, c'est travailler le plus tôt possible, dès la quatrième année, régulièrement. Il y a des gens qui ont besoin de faire des pauses en faisant du sport. Il y en a qui ne vont pas en faire. Ça, c'est à vous de voir. Mais je crois savoir que la CMC avait refait ça l'année après nous, donc cette année avec un document avec des conseils. Si ce n'est pas le cas, le nôtre doit encore être trouvable quelque part. Il avait été publié sur tous les groupes de promo il y a un an du coup. Ok, très bien. On va se renseigner sur ce document. Donc Marie-Sophie reprécise sa question concernant donc, le temps. Combien de temps on peut attendre avant de commencer à travailler en tant qu'interne? Si on essaye de faire son internat dans un autre pays, est-ce que ça marche pas? Et est-ce qu'on peut commencer son internat un an après avoir passé les Ok, j'ai ECN? compris. Donc non, tu ne peux pas. Quand tu as passé les ECN, tu es obligé de prendre ton poste en novembre. Euh, si tu ne le prends pas, tu ne pourras plus, tu pourras pas le reprendre plus tard. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre un poste, prendre ton poste, effectuer un an d'internat, puis te mettre en disponibilité. Mais il faut avoir fait un an ou 6 mois, je ne sais plus. Vous le trouverez sur les sites internet des, euh, des associations, des syndicats d'internes, les détails, mais vous ne pouvez pas passer les ECN, tenter en Suisse ou en Allemagne, puis revenir avec votre rang de classement d'un an auparavant pour réintégrer le cursus français. Ce n'est pas possible. Et vous ne pourrez pas repasser les ECN parce que pour passer les ECN, c'est assez restrictif. Il faut soit être inscrit en sixième année, soit avoir pris son poste et le représenter en tant que candidat libre, mais après l'année après l'avoir passé et en ayant pris son poste d'interne. Donc bosser les ECN à côté de l'internat. Ça, pareil, vous trouverez les modalités sur les sites de l'ISNI et de l'ISNAR. D'accord. Ok. Bonsoir. À partir de quand tu peux effectuer des remplacements? Est-ce autorisé pendant l'internat? Merci. Oui, c'est autorisé. En médecine générale, c'est autorisé à partir de la fin du troisième semestre. Il faut avoir validé 3 semestres, dont un stage chez le médecin généraliste. À titre personnel, je vais essayer de faire ma licence de remplacement donc dans 6 mois. Et à partir de ce moment-là, tu pourras faire des remplacements. Pour les autres spécialités, je pense que ça doit être à partir de la moitié du cursus, mais à préciser, Sacha saura peut-être vous en dire plus. Je le vois présent dans les commentaires, donc il précisera peut-être pour les remplacements chez les spécialités, chez les autres spécialités. Ok. Je vois une question de Youssef à propos de la réforme des ECN. Donc, je ne sais pas si tu es au courant de cette nouvelle réforme ou s'il faudra qu'on se renseigne. Je suis au courant qu'il y a une réforme qui existe. Je ne connais Oui, absolument pas les modalités. Je crois que même pour les étudiants français, c'est encore c'est compliqué. flou. Donc, Pas je ne peux encore. pas vous donner plus d'infos de ce côté-là. Je pense que vous devez vous renseigner chez quelqu'un d'autre. Oui, oui, tout à fait. Les renseignements viendront.
en heure et en temps. Pour l'instant, la réforme, elle n'est pas complètement définie, même en France. Donc, Youssef, il faudra te renseigner un petit peu plus tard. On fera probablement d'autres lives concernant cette réforme ou d'autres documents vous seront. D'ailleurs, Claire Lebel a déjà écrit un article concernant la réforme des ECN transitoires et notamment pour les ECN 2023. Voilà. Pour les néo-internes, un peu en panique, est-ce que tu peux décrire ta première semaine? Alors, De l'observation, suivre un chef par exemple, hmm, ou alors pour la première semaine, ça se passe très en douceur. Surtout, Brixham, j'ai vu quel stage tu avais pris. C'est le même que le mien, mais de façon générale, plus vous êtes au début de l'internat, plus vous allez pouvoir vous référer à un chef. C'est-à-dire que moi, ma première semaine, je pouvais, je suis allé, j'ai pris le dossier d'un patient, je suis allé le voir, je suis allé l'examiner, puis je suis allé en discuter avec le chef. On a discuté ensemble de ce qu'on faisait comme examen complémentaire, il m'a demandé ce que j'en pensais, etc. Il m'a corrigé là où il était en désaccord avec moi ou là où j'avais oublié des choses. Euh, Quand c'était des cas un peu douteux ou un peu tendancieux ou qui n'était pas convaincu parce que je lui avais dit, il allait réexaminer avec moi ou après moi. Euh, Puis venaient les résultats des examens complémentaires. Une fois qu'on a reçu les résultats des examens complémentaires, on en rediscutait ensemble sur le traitement à mettre en place, sur ce que je proposais, etc. Et puis, donc, la première semaine, vous allez être encadré beaucoup plus à chaque étape. Et puis, par contre, après 4, 5 ou à la fin de mon semestre aux urgences, je gérais la plupart de mes patients tout seul, où je faisais mon examen, mon mot, mes examens complémentaires, mon traitement en autonomie. Et une fois que j'avais tout fini, quand le patient était prêt à partir, j'allais voir un chef pour lui faire un débriefing de tout ce qui avait été fait, sauf quand j'avais un doute. Là, je retournais le voir. Après, ils sont là pour répondre à vos questions. Vous n'allez pas vous retrouver le premier jour ou le deuxième jour à gérer des patients qui sont très graves ou très urgents. Du coup, les premiers jours, ils vont plutôt vous donner des cas un peu plus faciles. Vous n'allez pas vous retrouver à gérer un des chocs d'un mec qui a fait un infarctus massif qu'il faut envoyer en coro en moins d'une demi-heure. C'est assez progressif. ok, d'accord. Une question d'Anaïs. Pour le logement, quand tu es à l'internat, donc logé et nourri par l'hôpital, c'est cool niveau tarif, mais c'est pas pesant de ne pas avoir de vie privée. Par exemple, est-ce qu'on peut inviter ses potes, notamment voir construire une famille? Alors, construire une famille à l'internat, je pense que c'est un peu compliqué parce que l'internat, souvent, c'est une chambre avec des communs. Vous avez souvent une chambre et votre salle de bain pour vous, et puis après, une cuisine, une salle de détente commune. Donc, pour une vie de famille, ça me paraît un petit peu technique, disons. Inviter vos potes, en général, il y a aucun problème de ce côté-là. Après, il y a certains hôpitaux, enfin l'internat, c'est pas toujours dans l'enceinte de l'hôpital, c'est pas toujours un immeuble. Parfois, l'internat, c'est des appartements qui appartiennent à l'hôpital et qui vous sont prêtés. Donc moi, pour mon premier semestre, j'étais logé pas à l'hôpital, j'étais logé dans un appartement avec un interne en septième semestre de biologie médicale. Donc voilà, on a été coloc pendant 6 mois, mais on avait un appartement. Après, vous n'êtes pas obligé de le prendre, l'internat. Vous pouvez choisir de vous loger par vos propres moyens, de louer un appartement, etc. Ok. Une question de Théodore. Salut Régis et merci. Deux questions que je me pose souvent et qui me stressent un peu. Quel est ton rôle à l'hôpital concrètement en tant qu'interne en médecine générale? Peux-tu nous parler un peu de ton quotidien, des tâches que tu dois effectuer, etc. Et nous parler un peu des débuts à l'hôpital et ton intégration? Alors, t'es médecin, tu gères tes patients, aux urgences, quand il y a un patient qui arrive,
Il y a des dossiers qui sont non vus, ben, tu prends, tu vas le voir, tu vas l'examiner. La différence avec un chef, c'est que quand tu es en difficulté, tu vas voir un chef pour lui demander son avis. Et ça, même les seniors le font encore. Quand ils ne savent pas, ils demandent un avis spécialisé, un cardio, un endocrino, un gastro-entérologue qui vient voir le patient. Ils se demandent des avis entre eux et vous, en tant qu'interne, encore plus. Moi, dans mon service d'urgence, chaque dossier de patient devait être seniorisé avant de partir. C'est-à-dire que chaque patient devait avoir été discuté avec un chef avant de quitter le service. Donc voilà. Et puis, il y avait une deuxième question, je crois, le quotidien, les tâches à Les débuts effectuer. à l'hôpital. Mes débuts à l'hôpital, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué Voilà. juste avant. Et puis, parler un peu de Une moi le information. quotidien, des examens cliniques, prescrire des prises de sang, des scanners, des radios, des IRM parfois, prescrire des médicaments, gérer des patients qui ont mal, qui vomissent. Voilà, de temps en temps faire des gestes. Mais, euh, mais doucement la vie d'un médecin à l'hôpital, quoi. Il y a notamment la série, si vous voulez avoir une idée, la série Hippocrate, sortie par Canal+, qui est axée sur la vie des internes. Alors bien sûr, c'est une série télé, mais qui représente assez bien un peu ce à quoi ressemble l'internat. D'accord. Mais c'est un peu plus dramatique dans la série. Attention, dans la série, ils n'ont pas de chef, etc. Mais ça vous arrivera pas, vous inquiétez pas. Ok. On a Sarah qui me demande à partir de quelle année, 3, 4e ou 5e, conseilles-tu de commencer à faire faisant fonction d'interne? Ton retour sur cette Alors expérience. FFI, tu peux Alors, le faire que après ta 6e année, après avoir passé les ECN. C'est le seul moment où tu peux le faire. Donc, tu peux le faire entre les ECN et ta prise de poste le 1er ou le 2 novembre dans ton service. tout à fait. Et donc, retour d'expérience, tu ne l'as pas fait, donc Je ne l'ai pas tu le fait. rassembles. Je connais des gens qui l'ont fait et qui le regrettent pas. Je connais des gens qui ont préféré profiter de leurs dernières vacances et qui le regrettent pas. Voilà. Chacun est libre de choisir. Alors, Marie-Sophie, est-ce qu'on doit s'inscrire au Conseil de l'Ordre après les ECN ou ça se fait à la fin de l'internat? Ça se fait après les ECN, mais ça, c'est une démarche qui vous sera expliquée, pareil, dans les mails que vous recevez du CNG après les ECN. Ok. Anaïs demande, est-ce qu'on peut faire des petites ordonnances basiques, style paracétamol, une fois qu'on a la carte CSP, après le CN et avant la prise de poste en novembre? Non, quand tu es interne, tu prescris sous la responsabilité d'un chef. Donc, tu n'as pas le droit de prescrire tout seul. Moi, quand je prescris là chez les médecins généralistes chez qui je suis, l'ordonnance est au nom de la médecin généraliste chez qui je suis, avec l'identification du cabinet, le numéro d'identification du cabinet. Je fais mon ordonnance, je signe avec mon nom et mon numéro RPPS, c'est mon numéro de professionnel de santé, mon numéro d'enregistrement. Donc je signe en tant que Régis comme, comme, comme médecin, mais par contre, je signe sous la responsabilité d'un chef. C'est pareil quand je suis aux urgences et que je fais mes ordonnances. Mes ordonnances sont sous la responsabilité du chef de service ou du senior qui me seniorise sur le dossier. Faut savoir qu'en tant qu'interne, vous êtes pas mal protégé de vos erreurs parce que vous n'êtes pas censé être tout seul. Vous êtes censé être encadré légalement. Les chefs sont censés vous senioriser. Et ce qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir été seniorisé, de ne pas avoir été allé voir un chef quand vous ne saviez pas. Mais on ne pourra pas vous reprocher d'avoir maltraité, d'avoir fait une erreur sur un patient si vous aviez un chef qui vous supervisait et que lui, il était d'accord avec votre prise en charge. Ok. Mais donc non, pas d'ordonnance, même des ordos basiques, parce qu'il n'y a pas d'ordo basique. Tous les médicaments peuvent avoir des complications, et même du paracétamol qu'on prend tous les jours. Et même peuvent avoir des contre-indications, etc. Ça n'existe pas, les ordos basiques. Tout à fait.
une question de Solène. Est-ce que c'est possible pendant son internat de faire un semestre à l'étranger, UE ou hors UE, comme font les Roumains qui viennent en France après un ou plusieurs semestres de stage, je crois. Alors, il me semble que c'est possible. Je crois qu'il y a des programmes d'échange qui existent. J'en avais vu, j'ai vu la mention de ça sur un des deux sites internet, soit de l'ISNI, soit de l'ISNAR. Je ne sais plus vous dire lequel. Dans l'Union européenne, en théorie, c'est possible. Mais après, est-ce que vos stages seront reconnus, etc. Quelles sont les modalités? Je suis incapable de vous dire. D'accord. Es-tu affilié à une fac de Dijon et est-ce que tu suis encore des cours? Donc j'imagine pendant l'internat. Alors, Question de je Sarah. suis affilié à l'Université de Bourgogne, à la faculté de médecine de Dijon. Donc, je suis interne en Bourgogne, donc on se déplace forcément dans la Bourgogne, on fait des stages à différents endroits de la région. Euh, et, euh, et du coup, on a encore des cours, oui. Euh, alors, les cours, c'est plus trop de la médecine. Les cours qu'on a à la fac, on a eu des cours de communication, on a eu des cours de cotation, donc comment facturer les consultations que vous faites en tant que médecin généraliste. On a des cours qu'est-ce qu'on a eu? Ils m'ont pas vachement marqué. Mais il y en a genre 3 par semestre. Donc c'est plus des petites formations que des vrais cours. Les cours, ça va plus être les topos qui sont faits dans les services où on va faire, où un interne du service ou un chef du service va présenter une pathologie avec les nouvelles recommandations, etc. Et, euh, et ça va plus être sous cette forme-là les cours, mais c'est pas quelque chose qui est fait toutes les semaines avec un agenda, etc. Euh, voilà. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si vous avez des questions à poser, c'est encore le moment. Euh, Le live va bientôt terminer. ouais, j'en profite du coup pour redire, tu m'avais demandé comment choisir la ville. Et il y a quelque chose que j'ai pas mentionné et j'y repense, qui sont deux critères importants selon moi. C'est un, la taille de la région que vous allez choisir. La Bourgogne, par exemple, D'accord. c'est très grand. Ça va de Sens, qui est à 1 heure et demie au sud de Paris, jusqu'à Mâcon, qui est à 50 minutes au nord de Lyon. Donc ça fait une belle diagonale. C'est très très vaste avec différents hôpitaux répartis là-dedans. Donc ce qui peut vous être amené à déménager régulièrement, tous les 6 mois, etc. Parce que le classement que vous avez fait à l'ECN déterminera le classement que vous avez dans votre ville, dans votre spécialité. C'est-à-dire que moi, à Dijon, on est 90 dans la promo à faire médecine générale. Personnellement, je suis 50e. Donc, ça veut dire que quand il faut choisir les stages tous les 6 mois, je choisis en 50e mon stage. Quand il faut choisir le stage de pédiatrie ou gynécologie, il y a 49 personnes qui choisissent avant moi. Et comme pour les ECN, on choisit, on prend ce qui reste entre guillemets. Donc, votre classement dans la ville que vous choisissez est très important parce que si vous êtes premier de votre spécialité dans votre ville, vous aurez tous les stages que vous voulez à chaque semestre. Si vous êtes dernier, vous prendrez à chaque fois le stage qui reste. Enfin, ils sont obligés d'en mettre un peu plus que le nombre d'internes, mais vous n'aurez pas beaucoup de choix et donc vous serez amené à plus souvent déménager. Voilà, ça c'est les deux choses qui peuvent être importantes à regarder quand on choisit une ville. Après, il y en a qui vous diront qu'ils sont derniers à Marseille ou derniers à tel endroit et qu'ils changeraient pour rien au monde parce que ça se passe très bien. Il y en a qui vous diront qu'ils ont priorisé les places et qu'ils en sont très contents parce que du coup, ils ont des meilleurs stages ou des stages plus prisés ou des stages dans une seule ville et ils n'ont pas besoin de déménager. Ça, c'est en fonction à nouveau des goûts et de vos priorités et de votre projet. D'accord. Une dernière question. As-tu une autre façon d'avoir de la pratique hormis les stages obligatoires de la fac? Surtout que nos stages sont alignés pour l'instant en tant que troisième année à Cluj. Alors, les stages d'été, je ne vois que ça, surtout en ce moment. Euh, Moi, voilà, bien faire les stages. C'est pas parce que vous devez faire 90 heures que vous devez essayer de les torcher en 2 semaines, en faisant 45 heures semaine. Et puis voilà. Euh, Vous pouvez étaler ces 90 heures ou faire un peu plus que 90 heures.
étant donné la situation actuelle, enfin, c'est sûr que c'est compliqué, c'est différent, et puis je suis pas à votre place, donc je connais pas exactement le contexte. Je connais à l'heure actuelle pas exactement ce qui se passe en Roumanie et les restrictions que vous avez, donc je sais pas, peut-être en discuter avec vos représentants de la CMC pour voir s'il n'y a pas. Alors je veux pas leur mettre la pression du tout, hein. Je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être qu'il y a possibilité d'avoir des conventions par la fac. Je sais pas si vous avez Et cours. c'est en, ouais, c'est en discussion parce que justement, actuellement, tous nos stages cliniques sont annulés, tous les TP cliniques également. Et notamment, il y a des gens qui n'ont pas pu faire leur stage cet été. Et donc là, les conventions, normalement, devraient être remises à jour pour qu'on puisse le faire durant l'année universitaire en cours dans un endroit qui accepte de nous prendre. Ouais, voilà, je vous encourage à soutenir la CMC, qui est votre association. C'est hyper important parce qu'elle fait beaucoup de choses pour vous, et je sais ce que c'est que d'être actif à la CMC et d'avoir énormément de choses à gérer. Je vous invite même à les rejoindre si vous en avez l'envie et si vous avez l'énergie. C'est important, notamment ce genre de conférences. Ça prend du temps à organiser. Et plus vous êtes nombreux, moins ça prend de temps. Motivez-vous, motivez vos potes, un, deux, trois, et, euh, et, euh, et vous pourrez faire des belles choses, et vous pourrez aider d'une part, vous pourrez aider ceux qui sont actifs à l'association, et vous pourrez surtout aider tous les étudiants dont vous faites partie. Et on apprend énormément. Exactement, on apprend énormément. Ouais. Bon. Très bien, merci Régis pour le petit mot de la fin. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous redire? Quelque chose qui te vient en tête? Alors, n'ayez pas honte de venir de Cluj, ça se passe bien, vous serez des bons médecins, donnez-vous les moyens de l'être. Euh, Ça fait un peu discours de vieux daron, faut travailler à l'école, mais forcément, ben, ça aide, et vous verrez que l'internat, c'est sympa, c'est cool de se voir avancer, c'est cool d'avoir des responsabilités et de voir que ça se passe bien, qu'on devient médecin, qu'on soigne des gens. C'est un beau métier, donc, euh, donc voilà. Pas de regret, zéro regret de mon côté, et que du positif. Bonne chance à vous. Parfait. Eh bien, écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Euh, Est-ce que tu restes disponible pour d'éventuelles autres questions? Oui, pas de souci. Est-ce que Pas de souci, dans la on limite peut toujours te contacter du raisonnable, du raisonnable? parce que ben, je commence mon nouveau stage lundi, que je ne sais pas comment Bien sûr. ça se passe au niveau du Covid, l'organisation du service, etc. Ouais, je suis dispo. Et puis je ne suis pas le seul. Si vous connaissez d'autres internes, n'hésitez pas à leur écrire. Je sais que beaucoup de gens seront très disponibles et très ouverts à vous répondre si vous leur envoyez un petit message. Voilà. Ok. Je vois juste une dernière question. Le stage en libéral sous la supervision du senior la première année se fait sur la base des horaires du cabinet. Oui, tu es dans le cabinet avec ton prat. Souvent, tu es avec lui. Il est à côté de toi quand tu consultes. Au début, c'est beaucoup lui qui va faire, puis petit à petit, il va te laisser la main. Et peut-être même à la fin du stage, en quatrième, cinquième, sixième mois, il te laissera faire des consultations tout seul, où il sort de la pièce. Moi, c'est ce qui se passait à la fin de mon stage-là. Je gérais mes consultations tout seul, et quand j'avais besoin, je lui téléphonais. Il était dans le cabinet, à l'étage du dessous, où il rentrait juste à la fin, une fois que j'étais en train de faire l'ordonnance. Euh, voilà, c'est pareil, c'est très progressif, mais c'est les horaires du cabinet. Tu ne bosseras pas quand ton médecin ne bosse pas. D'accord. Merci pour toutes tes réponses. On te souhaite bonne continuation. Ce live est enregistré et donc sera disponible sur la page CMC. N'hésitez pas à le revoir, à le partager et à nous en faire des retours si vous en avez. On est vraiment preneurs de toutes vos suggestions et nouvelles idées. Et donc je vous remercie tous d'avoir regardé ce live en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci pour l'invitation. Merci à toi Régis.